Donc je suis TucDual Graal, et je vais vous présenter le stream processing avec Flink. Donc c'est une introduction. L'idée, c'est de sensibiliser donc les développeurs au streaming, à l'architecture orientée stream, et l'utiliser sur le traitement avec Flink. Il y aura quelques démos. Je travaille chez Mapr, MAPR, qui est une plateforme Big Data. En fait, on est éditeur de logiciels autour du Big Data, c'est-à-dire on stocke de l'information et on peut faire du processing dessus. Et un des moteurs de processing qui peut tourner sur Mapr est Flink. Flink, comme Mapr, on parle de Big Data. Alors en fait, Big Data, ça veut rien dire et tout dire. Il faut considérer que vous avez besoin de quelque chose qui est en relation avec le Big Data quand ce que vous stockez ou ce que vous traitez ne peut pas tenir sur une seule machine. Si vous avez 5 Tera de données, vous pouvez les stocker sur n'importe quel système mononœud, il n'y aura pas de souci. À partir du moment où vous avez 200 gigas de données et que vous rajoutez 200 gigas de données toutes les 2 minutes sans les effacer, là vous aurez besoin à un moment donné d'un système distribué. Donc quand je parle de Big Data, c'est ça, c'est que ça ne peut pas tourner sur un seul serveur. Et donc autour du streaming, il y a un point qui est important quand on parle de flux de données. C'est que l'idée, c'est d'avoir au sein de vos applications, et on l'a déjà à certains endroits, une génération continue de données, une génération continue d'événements. Mais vous avez également le besoin, à partir du moment où on génère les données de façon continue, la capacité à stocker cette information, mais surtout la capacité à la traiter. Parce que stocker et enregistrer des données quelque part de façon continue, c'est relativement simple. C'est ce qui se passe dans vos logs, en fait. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique sur votre serveur web, ça rajoute une ligne dans le Apache Log. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui accède à vos services, vous pouvez loguer. Donc c'est pour ça que déjà, il y a un point qui est important autour du streaming, c'est que vous en faites déjà beaucoup dans vos applications. Il y a déjà énormément de flux d'informations qui existent, de flux de données continus qui arrivent dans vos applis. Il faut garder en tête le côté log au niveau de vos sites web. Tout ce qui se passe dans vos web apps, tout ce qui se passe dans vos services, chaque fois qu'il y a un clic, timestamp, un événement stocké, timestamp, un événement stocké, timestamp, un événement stocké. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, comment on peut les stocker de façon efficace, et surtout, pourquoi on a besoin de faire du traitement dessus. Là, ça va devenir compliqué sans les slides. Mais elles sont très belles. Dans les points qui sont intéressants, avant de partir justement sur le processing directement, un point qui est clé quand on parle d'événements. Alors quand moi je parle d'événements, c'est vraiment la donnée qui est créée. C'est un clic, une entrée dans une base de données, une modification d'un client dans une base, etc. L'idée d'avoir des flux de données, c'est aussi de pouvoir découpler ce que vous allez faire avec la personne ou le service qui a généré la donnée et potentiellement plusieurs services que vous allez, qui vont consommer cet événement. On parle beaucoup et on commence à avoir de plus en plus d'architecture orientée microservices. Vous voyez bien que ce que vous échangez entre les microservices, entre un service qui va être la création de l'utilisateur, la validation de son mot de passe, l'enregistrement et la validation en asynchrone de sa carte de crédit, par exemple, là, on a des événements qui vont devoir communiquer entre les services. C'est ce genre d'événements qu'on va traiter et qu'on va pouvoir utiliser, en gardant en tête qu'on peut vraiment découpler. Et c'est la partie clé aujourd'hui dans les architectures orientées flux, orientées streaming, c'est cette capacité à décorréler complètement la source des consommateurs et des applications qui vont l'utiliser. Alors sans les slides, c'est un peu plus dur, mais je vais quand même essayer de l'exprimer. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, si on prend l'exemple des logs, et gardez cet exemple de log. Vous avez un log et vous le sauvez toutes les heures. Toutes les heures, vous faites un fichier séparé. Donc vous avez un fichier à midi, de midi à 13h. À 13h, vous avez un autre fichier. Et à l'intérieur, il y a tous les logs qui sont stockés. Et en fait, la façon de voir le streaming, ça va être au lieu de travailler
en batch sur un seul fichier ou un ensemble de fichiers. Vous voyez, sachant que venant du big data, un traitement très très classique, ça va être la capacité à avoir vos fichiers log et toutes les heures ou tous les jours, en fonction du besoin, vous lisez l'ensemble des fichiers, vous faites un traitement dessus qui va être la possibilité, par exemple, de faire de la segmentation d'utilisateurs, comprendre quel est le comportement utilisateur sur votre site web, pour ensuite le diriger vers quelque chose ou lui afficher une pub qui correspond à son profil, etc. Ben ça, quand on est, si on regarde le côté streaming, ben l'idée c'est vraiment de prendre ça au fil de l'eau, de capturer chaque événement et de pouvoir faire un traitement dessus. Alors je vais vous présenter une présentation que je ne connais pas du tout. C'est le défi du jour. On ouvre, on prend les slides et on présente. Donc après, quand on va voir sur le côté flux, c'est est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui va être plutôt lent ou très rapide? Vous avez entendu parler de Kafka? Ça vous dit quelque chose? Qui a entendu parler de Kafka? Bon, ben voilà. Donc, Kafka, c'est un système de messaging distribué qui a été créé par LinkedIn, qui a été fait vraiment pour générer des événements à haut volume et de façon distribuée. Ben là, on va avoir une latence qui va être très basse, une capacité à aller très très vite sur la génération des messages et la consommation des messages. Et quelque chose qui est intéressant, si vous ne faites pas aujourd'hui encore du streaming dans vos applications, c'est qu'il y a un moyen très simple de commencer de démontrer l'intérêt à vos collègues, aux architectes, etc. C'est de dire, si vous prenez vos logs, moi c'est souvent comme ça que je commence sur les projets, je prends les logs qui existent et j'écris une toute petite routine qui va envoyer chaque ligne. Donc je pars d'un batch, entre guillemets, au lieu de traiter le fichier en batch. Je lis le message, je lis le log, et chaque ligne, je l'envoie sur Kafka. Et après, on a quelque chose qui est intéressant sur le papier, au moins pour montrer, c'est qu'on a des données qui existent, on leur dit, vous voyez, les événements, ils existent déjà dans notre système. Je les envoie sur mon système de streaming, Kafka ou MapperStream. MapperStream, c'est l'implémentation Kafka de Mapper. Et derrière, vous allez rajouter un consommateur. Et vous allez montrer que si jamais on passait à un mode orienté événement plutôt qu'à un mode orienté batch, voilà le gain qu'on va pouvoir avoir. Si vous avez besoin de faire de la détection de comportements utilisateurs un peu bizarres, de la détection d'intrusion sur votre site, vous allez pouvoir le faire en lisant vite fait tous les flux, analysant avec quelque chose et réagir en temps réel. Et rajouter un deuxième service qui va pouvoir faire ce côté personnalisation. Et en fait, l'état d'esprit va être le même, parce que vous avez travaillé sur les données que les gens connaissent déjà, mais vous avez transformé ce batch en quelque chose qui va être vraiment géré par un flux de données. Donc c'est quelque chose de relativement simple à faire. Et après, c'est d'essayer de trouver au sein de votre architecture, au sein de votre IT, quelles sont les sources d'événements. Typiquement, le CDC, le Change Data Capture dans les bases de données. Vous pouvez vous abonner aux événements de la base de données. Chaque fois qu'il y a un insert, un update, delete, on peut capturer cette information. Pareil, au lieu d'avoir un batch qui va lire les bases de données, vous capturez ça. Alors là, par contre, c'est un événement très technique qu'il faudra transformer en un événement un peu plus business. Donc là, j'ai juste discuté du streaming. J'ai juste discuté de la capacité de déplacer les données d'un point à un autre, de générer des événements. Maintenant, je vais parler du processing, du traitement. Et il y a quelques façons de faire du traitement aujourd'hui. Il y a la façon relative qu'on fait tous sur nos applications web, sur les applications riches, client-serveur et autres, qui va plutôt être un mode requête-réponse. Vous avez l'utilisateur rendre des informations, vous envoyez un message, on sauve ces informations, on les traite, on les sauve dans la base ou quelque chose et on a une réponse. Donc ça, c'est une façon de faire des traitements. L'autre façon dont j'ai beaucoup parlé aussi pendant l'intro, c'est le batch. Vous avez énormément de choses, vous lancez quelque chose, ça tourne, ça tourne, ça tourne, vous avez un résultat. Le ça tourne, ça peut durer pendant 10 minutes, ça peut durer pendant 3 jours, en fonction du type de données. Mais ça, c'est vraiment le mode batch. Et le dernier, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le côté, le stream processing, donc le traitement du flux. Et là, on rentre dans un mode vraiment différent, puisqu'il faut que ce soit temps réel, un peu comme l'interactif. Mais au lieu d'avoir un utilisateur ou une machine qui envoie un événement, qui fait quelque chose, c'est les événements arrivent et au fur et à mesure où ils arrivent, je dois les traiter. Donc ça peut être un événement toutes les secondes
ou 10 millions de messages toutes les secondes, en fonction du système que vous avez à traiter. Donc ça doit traiter le temps réel, ça doit avoir la capacité à créer justement, à gérer ça de façon continue pour pouvoir travailler. L'exemple, regardez en tête par exemple la détection de fraude sur un paiement, la détection de fraude sur l'intégration sur votre site, où vous avez les messages qui arrivent, vous voulez regarder les différentes choses et vous voulez réagir le plus vite possible en traitant un certain nombre d'informations pour prendre une action. Donc on est bien sur quelque chose qui est continu. Et idéalement, et ça c'est quelque chose qui est important pour ceux qui ont fait du Hadoop. Qui est-ce qui a fait du Hadoop traditionnel, du Big Data, voilà. Généralement, dans l'écosystème Hadoop historique, Hadoop ça a 11 ans, on avait des outils pour le batch, des outils pour le temps réel. Vous alliez faire du MapReduce avec du Hive, avec du MapReduce pur, avec du Pig ou autre, pour le batch, et vous alliez faire par exemple du Storm, qui est un autre framework. Ah non, de toute façon, c'est pas mon ordinateur, donc même si ça arrive, c'est pas très intéressant. Ah si, ça peut être très intéressant, pardon. Si c'est un film, on arrête la présentation, on regarde le film. Il y a du progrès. Qu'est-ce que je disais comme bêtise? Ah oui, donc Hadoop, voilà. Et donc, la particularité, en fait, pendant longtemps, en tout cas, les gens qui ont eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de commencer sur Hadoop il y a longtemps, il y avait des outils pour le batch, des outils pour le temps réel, etc., des outils vraiment différents pour chacun. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de pouvoir, en utilisant le même outil, le même framework, et faire du batch, et faire du streaming du temps réel. Donc Spark est un exemple, et Flink est un exemple. C'est-à-dire que le stream processing peut être aussi d'utiliser au lieu d'utiliser le flux et de traiter en temps réel, de dire ce programme que j'ai écrit, je voudrais pouvoir lui dire de lire un fichier, de lire une base de données et de faire du batch. C'est juste l'idée d'essayer de prendre un outil qui fait les deux. Alors je vais faire ma démo là-haut. On va vous écouter. Vous dites suivante. Oui, mais en fait... On va vous dites suivante, vous levez le bras et je vous passe la diapo. D'accord. C'est la seule solution pour l'instant. Alors pour la démo du code, ça va être compliqué. Je vous connecte. Alors ce que j'espère, c'est que... Comme ça, vous pouvez au moins montrer le visuel. Oui. C'est quoi? Je peux débrancher. Voilà. Là, vous aviez une démo. Ah ouais. On fait ce qu'on peut. Donc, alors là, vous avez un beau logo. Et donc, pour ce traitement, justement, j'en étais à le traitement streaming. Donc, Flink a été créé pour ça. Flink, c'est un projet open source, Apache. Avant, il s'appelait Stratosphere. Vous aviez peut-être entendu parler de Stratosphere. Et en fait, il a été renommé au moment où il a été incubé chez Apache en Flink. Et le but de Flink a été de créer un framework de streaming pour le big data, de stream processing pour le big data. Et il y a une société derrière Flink qui s'appelle Data Artisan, qui est à Berlin. D'ailleurs, faut être fier d'être européen, parce que souvent la plupart des gros projets arrivent des États-Unis. Flink a été créé par une université de Berlin, et donc la société Data Artisan est à Berlin. Alors en régie, ça n'a pas l'air de marcher non plus. Qui est-ce qui a fait du Spark ici? Alors pour les gens qui ont fait du Spark, je reviendrai à ceux qui n'en ont pas fait, vous voyez l'architecture de Spark avec les différentes couches, la façon dont on déploie, la façon dont on traite et les différentes API. J'ai la même slide, mais avec Flink. C'est pas mal en fait, c'est de la visualisation. Donc en fait, sur la couche basse c'est la couche basse au niveau du déploiement. Quand vous allez faire un programme ou écrire un programme Flink, alors Flink c'est un framework qui tourne sur la JVM en Java, la JVM, qui est écrit et en Java et en Scala. Et en fait, vous avez plusieurs façons de la déployer. Vous avez une façon où vous êtes en mononœud, c'est-à-dire que vous avez un process qui tourne, sur lequel vous allez faire tourner votre appli. Ça, c'est vraiment pour le développement et le test, puisque le principe même et la raison d'être
de tous ces frameworks autour de Big Data, comme je l'ai dit au début, c'est pour que ce soit distribué. Si vous n'avez pas besoin de faire tourner votre système sur plusieurs machines, il y a d'autres frameworks pour faire la même chose. Ça, c'est quelque chose que, si vous faites du Spark aujourd'hui et que tout tourne sur une seule machine, c'est qu'il y a un problème dans votre architecture. Vous ne devriez pas faire du Spark. Et c'est pareil avec Flink, si ça tourne que sur une seule machine. Je parle en prod, évidemment, d'accord ? En développement, c'est différent. Et après, pour pouvoir déployer Flink sur un cluster, de façon distribuée, donc il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon qui est très simple, qui vous démarrez plusieurs VM, et c'est plusieurs JVM, et c'est Flink lui-même qui va synchroniser, qui va faire son gestion du cluster. C'est ce qu'on appelle le standalone. Pour les gens qui font du Spark, c'est pareil, il y a le Spark standalone, le Flink standalone. Après, vous pouvez vous appuyer sur des outils de gestion de cluster, de ressources, comme par exemple Yarn et Mesos. Mesos, vous voyez ce que c'est? Non? Kubernetes, vous voyez ce que c'est? Vous avez peut-être vu des slides, il y a eu des présentations. Donc en fait, je vais expliquer. Donc, dans le monde Hadoop, la façon dont on travaille pour gérer des process et démarrer et arrêter des process dynamiquement en fonction des besoins d'une application, il y a un ressource négociateur, il y a un orchestrateur qui s'appelle Yarn. Yarn, au moment où il va lancer un job, Flink par exemple, il va démarrer des JVM, les gérer lui-même, arrêter le job quand c'est en mode batch, ou les laisser si c'est en mode streaming. Donc ça, c'est une option. Et après, il va avoir Mesos, qui est une autre option. Et Mesos, au lieu de démarrer des JVM, vous démarrez des conteneurs Docker. Donc en fait, l'idée, c'est d'orchestrer des conteneurs Docker. Donc dans l'écosystème Flink, vous avez la possibilité de démarrer un cluster en JVM, manuellement, soit avec un orchestrateur, soit Yarn, soit Mesos. Je n'ai pas regardé, mais probablement... c'est bon, je n'ai pas perdu mes slides. Parce qu'en plus, si je perds mes slides... donc, le gestionnaire, l'orchestrateur qui est Yarn, Mesos, c'est probablement, je n'ai pas regardé dernièrement, Kubernetes. Kubernetes est un autre gestionnaire autour de la gestion des containers pour pouvoir les démarrer, les arrêter. L'idée étant, quand vous allez avoir besoin de ressources pour un job, il faut pouvoir répartir les ressources sur plusieurs machines physiques et aussi allouer de la puissance de calcul, de la mémoire. Donc ça sert à ça, en fait, ces choses-là. Et la dernière façon de déployer un cluster Flink, c'est d'utiliser directement AWS ou Google ou Azure, où il y a des API et des images qui sont préconstruites. Au-dessus de ça, il va avoir le cœur du système, qui est en fait le runtime proprement dit de Flink, qui va avoir cette capacité de lire des informations, recevoir, soit lire par exemple à partir d'un fichier, mais de façon plus intéressante, de lire à partir d'une source d'événements, qui peut être une socket, qui peut être un Kafka, qui peut être du RabbitMQ, en fait différentes sources, et stocker l'information et gérer l'état de vos process, de vos traitements. On reviendra en prenant un exemple plus concret tout à l'heure autour de ça. Et ensuite, vous avez deux types d'API. Donc, le runtime pour le cluster, le runtime en termes de je traite la donnée, j'accède à la donnée, je sauve des données. Et après, vous avez des API de manipulation. Il y en a une qui est orientée batch et une orientée stream. Donc, il y a la dataset API, qui est la partie batch, et la datastream API, qui est la partie streaming, qui sont vraiment équivalentes dans la façon dont vous y accédez. Et avec ça, vous pouvez soit directement programmer ou utiliser des API un peu plus haut niveau, qui vont par exemple, dans le cas de batch, la capacité à faire un petit peu de machine learning. Alors je dis le machine learning, mais en gros, aujourd'hui sur Flink, je ne connais personne qui fait du machine learning. Donc, mais par contre, il va avoir la capacité à faire... Juste une seconde, que je voudrais être sûr de ne pas me tromper. Ah oui, la capacité à faire du graphe, les données de graphe en mode batch. Le graphe, hein, c'est un graphe de données qui va être, si on prend l'exemple, vous êtes un opérateur réseau, vous avez plein de routeurs, d'antennes 3G, 5G, etc. Vous pouvez facilement, en utilisant cette API, vous monter les données depuis un fichier ou une base et dire, si je coupe ce routeur, qu'est-ce qui va être impacté en aval? Et donc, parce que ça va créer le graphe, ça vous donne la capacité à manipuler des triplets, les manipuler, les requêter, etc. Puis, il y a quelque chose qui est très, très, très important dans le monde Flink, mais dans tout le monde Big Data, c'est le SQL.
C'est-à-dire que j'ai jamais fait autant de SQL que depuis que je suis chez Mapper. Et pourtant, j'ai passé 9 ans chez Oracle. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, une des façons la plus classique d'accéder à l'information quand on veut pouvoir développer rapidement, c'est d'utiliser le SQL parce que tout le monde le connaît, les outils savent le consommer, les développeurs n'ont pas besoin d'avoir une compétence en plus. Et donc Flink, que ce soit en mode batch ou en mode stream, va vous donner la capacité voilà. Bravo. Merci. Ça arrive au mauvais moment. Donc j'étais en haut à gauche, la partie batch, en haut à droite, la partie streaming. Donc vous voyez ce que je disais, le dataset et datastream. Les tables, la gestion des requêtes sur la partie streaming est un peu différente, puisque si vous faites une requête sur un flux de données qui ne s'arrête jamais. Puisque par définition, le stream commence, vous vous connectez, vous recevez des données. Donc le SQL est enrichi pour pouvoir avoir un système de requête continue, de continuous query, sur lequel vous allez pouvoir dire récupère tous les événements et fais-moi une agrégation toutes les 5 minutes ou tous les 10 événements, etc. Et une partie qui est très intéressante, j'ai un exemple. En fait, j'ai mon téléphone, mais c'est bon. Merci. On peut venir tous ici voir le téléphone. Le complex event processing, je reviendrai dessus dans quelques minutes. Bon, ça ne marche pas. C'est pas ma journée. Donc la démonstration, elle est super. Et pour une fois, en fait, elle va marcher, du premier coup. Alors la démonstration sur cet exemple est relativement simple. Alors, normalement, vous auriez vu du code. Là, vous voyez du code, mais l'idée, c'est plus de vous montrer que la partie streaming qui est en bas, qui est la chose que je vous montre dans la démo, et la partie batch qui est en haut sont quasiment identiques. Si vous regardez, dans un cas, je récupère les lignes dans un fichier en faisant un dataset, donc c'est la mode batch. Il va lire le fichier, monter ça et traiter. Et en bas, c'est datastream, donc je reçois des événements. Et là, j'utilise une API qui est propre à Flink, qui est dans l'environnement, dans le contexte Flink. Vous pouvez vous connecter à une socket TCP et récupérer les messages. Donc l'idée, la démo, elle est toute simple. J'ouvre une requête, je tape des mots et ça compte le nombre de mots, ça compte le nombre de fois où le mot arrive dans le flux. Et là, la différence, en fait, c'est que sur le batch, vous allez lire et on va faire de l'agrégation, on va faire juste une somme par mot. On pourrait faire la même chose de façon continue en streaming, mais avec every time of toutes les secondes, sur une fenêtre de 5 secondes, je vais agréger et c'est à ce moment-là que je vais faire le calcul. Et ce qui est intéressant là, en fait, dans tout ce que fait Flink, il faut garder en tête qu'il y a toute une gestion d'état, puisqu'en fait, il va accumuler des compteurs, il va agréger des clés et des valeurs, il va avoir le nombre de mots, le nom du mot et le nombre de fois où on a trouvé cette occurrence. Toute la gestion d'état sur le cluster quand c'est distribué est gérée par Flink. Ça simplifie en fait cette partie-là. Donc l'idée, quand vous faites du streaming et du stream processing, c'est tout à l'heure je vous disais, vous avez la source et la destination qui sont vraiment bien décorrélées. Ça c'est le publish to scribe, c'est le messaging de façon générale. Au milieu, avec le stream processing, l'idée c'est de faire du filtre, de la transformation. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste transformé la source en clé-valeur qu'on accumule, le nombre d'occurrences d'un mot. Ça peut être comparé avec un autre modèle, comparé avec regarder dans un autre système, faire de l'agrégation, envoyer un message d'alerte sur la destination. Et ce qui va faire la richesse de Flink aussi, c'est la capacité à se connecter à plein de sources et se connecter à plein de destinations. Alors c'est un peu moins vrai parce qu'en fait, la plupart des projets que j'ai vus travailler avec Flink aujourd'hui utilisent Kafka en source et en destination. C'est devenu vraiment le standard de fait, mais on peut voir qu'on pourrait connecter, recevoir des événements de RabbitMQ, de Bahir, qui est la couche Apache qui va se permettre de connecter à plusieurs systèmes de messaging, AWS, Twitter aussi. Alors Twitter est intéressant parce que c'est juste le host Twitter et on peut faire des démos autour de ça. Et pareil pour la destination, mais gardez en tête que souvent, on va travailler avec Kafka ou un RabbitMQ ou un système de messaging, puisque si on prend l'exemple de la détection de fraude, vous avez des données qui vont arriver en entrée, vous faites des calculs,
Et à partir du moment où vous trouvez une fraude, vous envoyez tout de suite un autre message. Et ce message, vous voulez pallier le service que vous avez créé, qui est la détection de fraude, à ce qu'on doit faire avec la fraude. Donc vous envoyez un résultat sur Kafka, par exemple, en disant, là j'ai découvert une alerte sur la transaction 1, 2, 3, 4, le système de gestion de la fraude va traiter lui-même le programme. Et là, on est bien sur un peu du microservice. Alors, c'est du microservice très orienté données, mais c'est chacun sa responsabilité. Là, ça va être de détecter la fraude en utilisant l'API Flink. Et la particularité de Flink, dans ce cas-là, c'est cette capacité aussi à gérer un état. Et ça, c'est important parce que quand vous savez qu'un job peut tourner des heures, quand vous allez avoir accumulé des choses ou quand vous voulez vérifier, si vous imaginez suivre une transaction bancaire ou une transaction sur un site de e-commerce ou suivre des opérations autour des télécoms, une session utilisateur qui va se connecter, une session web sur mon iPhone, va durer probablement toute la journée et je vais pouvoir détecter s'il y a une fraude ou pas. Je vais garder des états et en fait, la Flink va gérer cet état-là, mais le défi vient du fait... Je suis pas assez patient. D'accord, je n'arrive pas à revenir en arrière. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Le besoin particulier, et ça il faut faire attention, c'est cette capacité à travailler sur un système distribué. Distribué parce qu'il faut pouvoir monter en charge, et distribué parce qu'il faut être hautement disponible. Quand on parle généralement de système distribué, c'est ces deux choses-là qui sont importantes, cette capacité à monter en charge et la capacité à perdre un nœud ou deux nœuds tout en gardant le système efficace. Et donc sur la partie Flink, Flink va avoir une gestion d'état, soit il va travailler sur un système de fichiers qui peut lui-même être distribué, ou travailler avec des bases de données comme RocksDB, par exemple, pour pouvoir sauver l'état. Et c'est Flink qui va gérer cet état-là. Vous, dans le programme, on va juste dire l'état est là, je veux le sauver ou pas. Et c'est lui qui va choisir l'endroit en fonction de la configuration que vous avez mis en place, et quand il en a besoin, il va le relire. Donc quand on parle de projet open source, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce que c'est utilisé, est-ce que ça fonctionne en production, etc. Donc un, c'est utilisé, deux, ça évidemment marche très bien en production. Là, il y a quelques-uns des clients, je me suis concentré sur les clients européens. Et sachant que souvent dans ces... je regarde pour ceux que je connais, pour tous, ils ont généralement un mix, beaucoup de technologies. C'est-à-dire que même pour faire du traitement distribué, là, ils vont faire du streaming avec Flink, du batch avec Spark, du batch avec Hadoop MapReduce, en fonction de l'historique. C'est généralement des gros projets où les entreprises n'hésitent pas à mélanger les technologies et prendre la meilleure technologie pour leurs besoins particuliers. Et donc, j'ai un des beaux exemples qu'on a en France autour de Flink, c'est Bouygues Télécom. Et la présentation, vous avez le lien vers la presse, ça date de 2016, donc ça date d'un peu plus d'un an. 10 milliards de messages tous les jours, 2 Tera de data qui sont générés tous les jours. En fait, c'est tout ce qui se passe sur le réseau mobile et le réseau fixe qui arrive dans Flink. Ils font des agrégations, des calculs. À ma connaissance, ils n'ont pas encore un gros système d'alerting qui va réagir sur quelque chose. C'est plus prendre de la donnée, calculer, faire des dashboards, et vous avez la salle de contrôle là, qui est derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la taille de leur cluster, la taille de leur application. Donc j'ai mis le lien sur la présentation, si vous voulez voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, comme ils ont une architecture où les données sont déjà envoyées, il y a déjà des services qui ont été déployés, ils peuvent créer des nouvelles applications par-dessus. Ah oui, donc un point important quand on a parlé de flux, c'est la gestion. Quand est-ce que je veux traiter l'information? Est-ce que je veux traiter l'information dès qu'il y a un message qui arrive? Est-ce que je veux traiter l'information tous les 10 messages? Est-ce que je veux traiter l'information toutes les 5 minutes? Ça va dépendre du besoin métier. Là, par exemple, vous avez un capteur qui envoie une valeur. 2, 3, 1, ça c'est une valeur qu'il envoie. Il n'y a pas de notion de temps là.
c'est envoyé. Ça peut être un message toutes les minutes, un message toutes les secondes, et peut-être les 3 premiers messages sont envoyés en 5 secondes et les 7 suivants sont envoyés en 1 heure. On va pouvoir travailler en faisant de la somme. Et là, c'est à chaque fois qu'il y a un message, on va faire +1. Et cet état-là va être gardé dans Flink. Si vous voyez, donc 2 plus 3, ça fait 5, 5 plus 1, ça fait 6, donc 2 plus 3 plus 1, ça fait 6, etc. Donc là, je ne fais que cumuler ce qui arrive sur l'événement. Je peux travailler différemment où je vais dire « compte-moi tous les 4 messages », sans lien entre les différents. Donc 2 plus 3 plus 1 plus 2, ça fait 8. Après, le compteur est remis à 0. Ça fait 22, etc. Quand je dis ça, ce calcul, c'est que généralement, ce résultat, vous allez en faire quelque chose. Soit le stocker, soit réagir. C'est-à-dire qu'on peut dire que si ça dépasse, sur 4 événements, si ça dépasse 25, c'est une alerte, je dois faire quelque chose. Mais par contre, si c'est en dessous, je ne fais rien. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Et on a le côté sliding window, où on peut garder, faire évoluer le compteur en fonction non seulement du temps, non seulement du nombre, c'est tous les 4 événements, mais je garde les 2 précédents pour pouvoir calculer. Là, si vous voulez chercher dans un résultat de GPS, donne-moi les top 5 des 10 secondes les plus rapides. Zut. Donc, plusieurs options au niveau de la gestion du temps. Super démonstration. Et une partie qui est très importante, et là on va rentrer dans quelque chose. Jusqu'ici, tout ce que je vous ai montré, les gens qui font du Spark et du Spark Streaming peuvent à peu près faire la même chose. C'est plus facile en termes d'API avec Flink. Par contre, la gestion du temps dans Flink est vraiment unique. Et la gestion du temps, c'est assez intéressant parce que déjà, il y a plusieurs notions de temps. Il y a le moment où l'événement est généré, le moment où l'événement est traité, ou est le moment où il est ingéré. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Généré, event time, ingéré au moment où ça rentre dans le système, traité, le moment où il est traité par le système. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que veut dire l'un ou l'autre. Et un bon moyen de comprendre ça, c'est qu'en fait, c'est l'event time par rapport au processing time. Dans Star Wars, on va considérer que l'event time, c'est... on va considérer... Ouais, l'event time, c'est vraiment l'histoire. C'est à quel moment, quel est le début de l'histoire, à quel moment, au fur et à mesure des épisodes. Donc l'event time, c'est l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Par contre, le processing time, c'est le moment où le film a été créé. Et les deux notions de temps sont super intéressantes. Mais par contre, ça va dépendre de ce qu'on veut faire dans le métier. C'est-à-dire que si ce qui nous intéresse, c'est quel est le nombre de personnes à avoir vu les films globalement, donc on va travailler plutôt sur le processing time, on va regarder le temps du film. Mais par contre, combien de personnes sont mortes au bout des 3 premiers épisodes de Star Wars, on va utiliser l'event time. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on voulait faire ce processing time avec Flink, en supposant que Flink ait été créé en 75, il faudrait que déjà le film existe, ça veut dire que mon job, pour pouvoir calculer le nombre de morts entre l'épisode 1 et l'épisode 3, il aurait démarré en 77, il faut garder l'état de tout ce qui se passe jusqu'en 2005. Et en 2005, je pourrais dire maintenant j'ai mes 3 événements, je peux faire le calcul. Alors évidemment, je ne pense pas qu'on va lancer ce genre de job, mais imaginez sur une application, par exemple, si on regarde sur un réseau télécom, quand on va avoir des événements qui sont générés à partir d'une antenne, d'autres événements qui peuvent être générés à partir d'un routeur, ça va être envoyé, et vous voulez voir quelle session a commencé en premier, c'est indépendant du moment auquel ça va dans le système, puisqu'on ne peut pas garantir que l'événement qui a été créé, par exemple, d'abord sur l'antenne, arrive dans le système avant la partie qui a été gérée par le routeur. Ça, on ne peut pas le garantir. Donc ce qu'on va faire, c'est que Flink va recevoir 2 messages avec la date de création du message sur l'antenne, la date de création du message sur le routeur, et en interne, va gérer, et une fois qu'il aura reçu les 2 messages de type que j'ai choisi, il va dire c'est bon, je peux travailler, je peux traiter. Et cette notion-là, elle est unique à Flink, et c'est pour ça notamment que Bouygues n'a pas pu travailler avec Spark Streaming, en dehors en plus de la complexité à mettre en place.
Une partie très intéressante autour de tout ça, c'est le complex event processing. Et le complex event processing, hein, c'est la capacité d'avoir des règles relativement simples où si j'ai un événement A et un événement B et ou après un événement C, etc., je vais faire telle chose. Donc c'est de pouvoir faire des tests assez basiques en gardant la capacité à faire évidemment une latence qui est très basse. Il faut que ça puisse supporter plein de messages par seconde. Nous, quand on fait des tests sur notre système de streaming, on est entre 8 et 11 millions de messages par seconde pour tester je ne dis pas qu'on fait du Flink derrière à chaque fois, hein, mais c'est quand on teste la scalabilité du système, c'est ça. Et un point qui est important quand on veut faire ça, c'est la garantie du fait qu'on n'ait reçu qu'une seule fois le message et qu'on ne le lise qu'une seule fois, ce qui n'est pas garanti dans Kafka. Ce n'est pas le modèle de Kafka, justement, pour pouvoir scaler facilement, mais Flink fournit ça dans son framework. Et un exemple, et ça, cet exemple s'appuie sur ce qu'a fait, d'après ce que j'ai compris, Zalando, qui utilise Flink en prod. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir vérifier quand j'ai une commande, donc j'ai un client qui passe une commande, la commande, je la traite, je la mets, je l'envoie pour le shipment. Je n'arrive pas à trouver le nom en français. Pardon ? L'expédition, merci. Et après, je fais la livraison. Et l'idée... Ah, bon, j'ai perdu. Slide suivant. Je rétouille aujourd'hui. Alors, l'idée... Il cherche mon Mac. L'idée autour du complex event processing, c'est la capacité à trouver des anomalies. L'anomalie, ça va s'appuyer sur une règle. L'anomalie, ça va être de dire, entre le moment où j'ai reçu la commande et le moment où je l'ai mise, donc j'ai tagué la commande dans mon système, et au moment où la boîte a été taguée pour l'expédition, je veux que ça ne dépasse pas 1 heure. Ou entre le moment où c'est parti de mon entrepôt et le moment où ça a été livré chez le client, il ne faut pas que ça dépasse 3 jours. Donc l'idée, c'est ça. Donc en fait, on va créer des événements. Ça arrive. Et ces événements vont être envoyés sur le système, on va les typer. Événements de type order, événements de type donc commande, expédition, livraison. Et à chaque fois, je vais avoir l'ID de la commande à l'intérieur, puisque c'est là-dessus qu'on va faire toutes les opérations pour agréger. On va avoir aussi le timestamp, justement, ce qui est important, puisque c'est ça qu'on va comparer dans la règle. Comme je vais écrire une règle... Oh là 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 là. Bon, fin. J'ai cliqué 50 fois. Donc, comme j'ai écrit une règle, je vais aussi avoir des événements qui seront un process success, process warning, c'est-à-dire pour chaque étape, je vais envoyer un message de sortie qui va dire effectivement j'ai réussi ou j'ai échoué. Et dans ce message-là, dans cet événement-là, je vais avoir la capacité déjà de dire l'ID de la commande, toujours pareil, pour pouvoir retrouver, et cette capacité à aussi avoir un timestamp, ce qui va me permettre de comparer aussi le temps entre le moment où j'ai reçu la commande et le moment où j'ai fait l'expédition, le moment où j'ai fait l'expédition et le moment où j'ai reçu. Et je stocke à chaque fois ces informations dans les événements. On va garder ça, on stocke à chaque fois dans les événements ces informations. Et j'aimerais au moins pouvoir montrer la slide. Donc, sur la slide que j'essaye de vous montrer, il y a juste un tout petit peu de Scala qui vous explique comment on enregistre une règle. En fait, l'enregistrer une règle, ça va être quasiment un if then else. Donc, si l'événement A arrive et que l'événement B n'arrive pas dans l'heure, donc si l'expédition n'est pas envoyée 1 heure après avoir reçu la commande, ça c'est la règle. Et après, vous enregistrez cette règle dans le système du complex event processing. Suivante. Je teste. J'ai tous les systèmes, il n'y a rien qui marche. Donc en fait, vous enregistrez la règle et après ça tourne. Donc je vous ai dit, donc il y a un moteur de complex event processing qui est relativement riche, qui est distribué, qui est très très intéressant. Et c'est là où Flink va avoir énormément de valeur par rapport aux autres systèmes de processing, de stream processing dans le système de big data. Et un dernier point, je vous ai dit, alors c'est dommage, on ne voit pas les messages, mais à chaque fois on garde l'ID de la commande,
le timestamp de l'événement, la durée de l'événement par rapport à l'événement précédent. C'est-à-dire que quand j'envoie l'expédition, j'ai la commande, à quel moment j'ai fait l'expédition, et le temps que j'ai mis pour faire l'expédition par rapport à la chose précédente. Et tout ça, c'est stocké dans le flux d'événements au sein de Flink. Et au début de la présentation, quand je parlais des différents frameworks, il y a le côté SQL. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on appelle du streaming analytics, c'est-à-dire que les données arrivent, et vous allez pouvoir, au fur et à mesure des événements, faire du SQL dessus. Et vous allez pouvoir, par exemple, dire donne-moi les 5 dernières commandes qui ont été traitées en 50 minutes, ou plus de 50 minutes. Comme ça, je vais recevoir la commande, ou alors, donne-moi des calculs, fais-moi des calculs à partir du stream, en temps réel, sur la capacité à trouve-moi les commandes les plus rapides, ou le temps moyen de gestion d'une commande du début jusqu'à la livraison, par exemple. Et comme c'est un flux, ce qui est important, c'est que c'est une requête qui n'est jamais fermée. Vous imaginez un résultat set en JDBC qui n'est jamais fermé, et dès qu'il y a des nouveaux résultats, vous récupérez. Donc comment je traite ça? J'ai plusieurs façons. Une façon, ça va être de dire, le résultat, dès que je l'ai, je l'envoie sur un message, et après je laisse l'application traiter. Mais souvent, on veut intégrer ça avec des dashboards analytiques des gens qui font de la BI avec ClickView, avec Tableau ou autre. Et dans Flink, il y a un framework assez intéressant qui va, vous allez lui dire, alors là, on va être en semi-temps réel et en semi-streaming, mais dès qu'il va avoir un nouveau message, il va sauver ça dans une table relationnelle, mais il va faire de l'annul à remplace à chaque fois. Donc le dashboard qui lit ça va avoir juste quelques lignes, il ne va avoir aucun calcul à faire, il va lire juste le top 5 des commandes les plus rapides ou les plus lentes, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le streaming analytics. Et voilà. Alors normalement, j'avais une petite démo avec des voitures et tout. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après, pendant la pause déjeuner, je vais aller sur le site de Continental parce que je dois montrer des choses à Continental. Je vous montrerai ce que je voulais faire avec les petites voitures. C'était la partie la plus sexy de la démonstration, de la présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces super démonstrations?